Ah, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette table ronde. Comment attirer, impliquer et fidéliser les talents dans les métiers de l'industrie. Je suis Marc Bagur et j'ai le plaisir d'animer pour vous ce matin cette première table ronde de la journée du Vive Industrie. On est content de vous retrouver à cet événement régional autour de l'industrie. Et ce matin, on va parler avec nos invités des talents. C'est quand même le cœur de cette industrie, les savoir-faire, les compétences. Et puis surtout, vous allez le voir, à plusieurs reprises, on va rappeler à quel point l'humain est important. Je vous invite à applaudir les personnes que je vais vous présenter, s'il vous plaît. Allez, allez, on met de l'énergie. À mes côtés, donc, vous allez avoir donc Jean-Luc Barou, directeur industrie des arts et métiers. Merci. À sa gauche, on a Cyril Danet, qui est le dirigeant de l'entreprise AIO. À côté de lui, on a Lionel Mathias, qui a une double casquette à la fois dirigeant d'entreprise dont on va parler, et puis surtout qui est à la tête de l'UIMM. Valérie Devreigne, à sa gauche, donc, qui est directrice des ressources humaines chez Dassault Aviation à Mérignac. Et puis David Bévière, qui nous fait le plaisir ce matin de représenter la région Nouvelle-Aquitaine à la direction emploi. Merci. Et pour terminer, on a Carole Perrotin, qui est la directrice de l'OPCO 2I en région. Et qui nous vient de La Rochelle, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça? Alors, justement, commençons par vous, Carole. Je vous invite à prendre les micros. Alors moi, la fâcheuse tendance à toujours vouloir bouger sur scène, donc je vais m'accrocher, je vais m'agripper à mon micro, ça va bien se passer. Commençons par vous, Carole. Vous êtes directrice régionale. Merci. Ouais, ça va être plus simple, évidemment. Les arts et métiers, voilà, le sens pratique, opérationnel à chaque fois. Carole Perrotin, vous êtes directrice régionale de l'OPCO 2I, donc est-ce que vous pouvez nous en parler? Même quelque chose avec lequel les entreprises travaillent régulièrement. Découvrir des chiffres assez importants. Alors effectivement, OPCO 2I, c'est l'opérateur de compétences de l'industrie. Donc on regroupe 29 branches professionnelles de l'industrie. Donc voilà. Donc en Nouvelle-Aquitaine, c'est 6500 entreprises environ, c'est 200 000 salariés. Voilà, donc on accompagne les entreprises. Notre mission essentielle, c'est d'accompagner les entreprises dans le développement de leurs compétences, leur mettre à disposition des compétences, financer l'alternance, les contrats d'apprentissage, de professionnalisation. Et puis bien sûr, et c'est aussi la thématique d'aujourd'hui, c'est promouvoir les métiers de l'industrie. Alors voilà, oui. Oui, on a plus d'une vingtaine de conseillers sur la Nouvelle-Aquitaine qui sont sur le terrain et qui, justement, qui prennent des rendez-vous avec les entreprises, qui rencontrent les entreprises pour parler avec eux, avec elles, de leurs projets, emploi, compétences et comment ils peuvent faire évoluer les compétences de leurs salariés déjà en poste et puis aussi de les aider à recruter et à former, bien sûr, leurs salariés. Voilà, oui. 6 000 contrats d'alternance par an. Donc on a une très très forte augmentation depuis 2-3 ans. On espère que ça va continuer, malgré la conjoncture économique. Mais effectivement, c'est un très bon moyen aussi d'intégrer une entreprise. On en parlera après. Le rôle de la région, là, on va un peu planter le décor. Le rôle de la région, quel est-il? Il y a une question de coordination. Pour beaucoup, effectivement, qui recouvrent plusieurs rôles autour d'une compétence forte qui n'est pas toujours bien connue de la région. On connaît les TER, on connaît les lycées, on connaît le développement économique et nous avons aussi une compétence à former les demandeurs d'emploi qui nous est dévolue par la loi. Et donc à ce titre-là, nous formons 40 à 50 000 demandeurs d'emploi chaque année avec bien entendu l'appui, la collaboration de France Travail et de l'ensemble des acteurs de l'emploi. Donc ça, c'est un de nos rôles importants. Mais autour de cela, il y a aussi de la compétence développement économique et celle qui nous réunit dans ce salon nous invite aussi à jouer effectivement un rôle de
de réunir les compétences et les acteurs autour des enjeux, des talents à trouver, à former, à préparer, à recruter, à fidéliser, tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et dans cette thématique-là, mais comme dans beaucoup de thématiques, la région effectivement s'attache à se positionner en coordination, en facilitation, en entremetteuse, si je peux le dire comme ça, pour qu'on essaie de trouver ensemble des solutions aux problèmes qui nous sont posés. Alors effectivement, il y a des dispositifs de formation des chômeurs, comme je disais, ça concerne à peu près 2 à 3 000 chômeurs chaque année dans les métiers de l'industrie. C'est des dispositifs pour accompagner aussi la formation des salariés. On a aussi dans cette région, selon la volonté du président Rousset, une capacité à accompagner vos entreprises dans l'entretien des compétences de vos salariés, hein, complémentairement évidemment à l'intervenant principal qui est l'OPCO à mes côtés. Et puis effectivement un certain nombre de lieux où on facilite le dialogue entre vos représentants, les autorités académiques, les services publics de l'emploi, pour encore une fois qu'on puisse relever ensemble les défis que nous avons, compte tenu du fait que l'enjeu compétences, vous l'avez signalé, hein, l'industrie, c'est aussi le cas dans d'autres filières économiques, est devenu l'enjeu majeur du développement de vos entreprises, et ça a été mis en illustration dans le schéma régional de développement économique qui a été actualisé en 2023. Oui, alors merci de cette invitation et je trouve que la table ronde est très bien fournie et on saura donner quelques pistes de réflexion qui concernent plus la région. Oui, alors moi je suis président de 3 petites sociétés, enfin 3 PMI, après avoir passé 15 ans dans un grand groupe, le groupe Faya. Je suis dans la construction depuis que je suis sorti de l'école d'ingé. Et donc je préside aujourd'hui 3 sociétés qui font des ouvrages métalliques pour la construction, pour l'industrie et pour le bâtiment. Donc la conjoncture, ce n'est pas le sujet de la réunion, mais la conjoncture est un petit peu compliquée à l'heure actuelle. Pour autant, je pense que l'industrie régionale, on en parlera, je pense, au sein de nos débats, on a quand même un écosystème sur la région Nouvelle-Aquitaine hors norme. De par mon mandat aujourd'hui que je porte au sein de l'UMM. Donc l'UMM, c'est l'Union des industries des métiers de la métallurgie. Caroline parlait l'industrie régionale au sens large. Si on parle de toute l'industrie, c'est environ 200 000 salariés. Si on redescend sur la partie métallurgique, hein, donc l'industrie métallurgique, on est à peu près à un peu plus de la moitié de ces emplois. Donc on pèse 110 000 emplois pour 4 200 entreprises sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on est un acteur économique de l'emploi, un acteur économique de création de valeur. Et on a quand même cette chance-là aussi, depuis quelque temps, d'avoir remis l'industrie au cœur des débats, à la fois politiques, sociaux et économiques. Donc profitons de cet élan de réindustrialisation pour faire parler de nos métiers, on en parlera, pour attirer les compétences, attirer les jeunes. C'est la problématique qu'on vit depuis quelques années et qui est encore, alors peut-être aujourd'hui avec un petit peu moins de difficultés, mais quand même encore avec des difficultés. Donc voilà, donc très ouvert et très, très heureux de participer à cette table ronde pour présenter les enjeux de la filière et les besoins que l'on a au sein de la filière. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Jean-Luc, tu es directeur industrie au campus des arts et métiers de... Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation également. Donc les arts et métiers, c'est une école nationale. Donc on a la chance d'avoir 8 campus en France et d'être régionalisé, c'est-à-dire à peu près une école dans chaque région, ce qui nous permet d'être au plus proche du tissu économique local, de manière à mieux former les produits qu'on va vendre après à l'entreprise. Donc les produits sont bien évidemment nos étudiants, hein. Mais voilà, l'idée c'est d'être au cœur de ça pour mieux former, pour justement avoir demain vos meilleurs collaborateurs qui soient prêts pour travailler dans les industries. Quelques chiffres peut-être, Marc. Voilà, donc au moins sur le campus de Bordeaux, on a à peu près 800 élèves.
Et on va des formations Bac+3 qui sont les bachelors de technologie, ensuite Bac+5 l'ingénieur, on fait également de l'ingénieur par alternance, et puis du doctorat bien évidemment à Bac+8. Oui, on va dire c'est une spécificité des arts et métiers. On parle beaucoup de numérique et j'aime bien faire le pléonasme en disant aux arts et métiers, on a les deux jumeaux. Hein, voilà. On a du numérique, bien évidemment, on fait de la simulation, mais on a aussi la chance de confronter toutes ces simulations à du réel. Donc d'avoir des plateaux techniques dans lesquels, si vous avez la chance de venir et de visiter, vous retrouverez des moyens qu'on retrouve dans l'industrie. Donc ça, c'est vraiment une très grande force qu'a les arts et métiers, c'est d'avoir des plateaux techniques qui sont identiques à ceux qu'on retrouvera demain dans les industries. Sur le campus de Bordeaux, oui, c'est depuis 60 ans. L'école est un peu plus vieille. Pareil, on va parler d'une entreprise Donc oui, effectivement, belle entreprise. Moi, je suis rentrée chez Dassault en 98, voilà, un petit peu par hasard, en région parisienne. Et finalement, c'est une entreprise qui est intéressante parce qu'on peut y faire un parcours très complet, puisqu'il y a une multitude d'emplois, bien sûr, et de secteurs, hein, puisque à la fois sur la partie technique et puis sur toutes les fonctions tertiaires. On a la chance d'avoir 9 établissements en France. L'établissement de Mérignac, que vous connaissez, représente quand même un tiers des effectifs des établissements. Et c'est un établissement qui est fort intéressant, surtout depuis quelques années, puisqu'on y retrouve vraiment toutes les fonctions de l'entreprise, de la partie études, fonctions d'accompagnement tertiaire, mais aussi toute la partie production avec l'assemblage final de nos beaux avions que vous voyez parfois décoller quand même et faire un peu de bruit au-dessus de vos têtes. Voilà. Tout à fait. Et on est vraiment dans un carrefour important aujourd'hui, hein, puisque sur la partie recrutement, on cible bien sûr des recrutements divers et variés, mais on essaye d'attirer les jeunes femmes à aller sur les métiers techniques. C'est pas toujours évident, bien sûr, sur les métiers de la production, mais on a réussi et on continue à y travailler pour faire connaître ces métiers dès le plus jeune âge, hein, très en amont, y compris avec des associations comme Elle Bouge, par exemple, avec laquelle on a un partenariat, pour pouvoir présenter les métiers concrètement, aller dans les écoles. On va même maintenant très bas dans les écoles, hein, puisque la partie même élémentaire est concernée. Donc, tout à fait. un expert du Lean, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois dirigeant. Beaucoup de choses à nous partager sur son voyage. Avant ça, rappelle-nous concrètement qu'est-ce que vous faites. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis dirigeant d'une entreprise industrielle dont le siège est ici à Bordeaux. On conçoit, développe et on fabrique des équipements un petit peu particuliers qu'on appelle les Karakuri Kaizen, qui viennent aider le geste opérateur sur des lignes de production. On fait également des objets connectés et aussi du soft. Donc nos clients, ce sont plutôt les grands groupes du secteur industriel, automobile, défense, aéronautique, tout ce qui est bien d'équipement. Aujourd'hui, on va jusqu'au luxe. Et puis, bien sûr, la partie logistique, on a beaucoup de travail humain. Tu parlais de mes voyages au Japon. Effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir fait à peu près 2000 usines. Notre territoire de jeu, nous, c'est plutôt l'Europe. On peut aller aux États-Unis, mais c'est quand même un petit peu loin. Et on a accumulé une certaine expérience et on a un paradigme fort que pour développer des produits, il faut d'abord développer des hommes. Et donc, toutes nos actions au quotidien sont centrées là-dessus. Donc, pour la présentation, je pense que tu nous reposeras des questions pour qu'on aille plus en détail sur ce point-là. L'industrie, c'est le fameux BSP, développer des produits si on ne développe pas des hommes, c'est important de nous rappeler certaines réalités. Alors commençons un petit peu par... Je ne pense pas du tout que ce soit du bon sens paysan, malheureusement. Bon,
on verra qu'effectivement, je pense que chez IO, c'est une philosophie aussi. Rentrons maintenant vraiment dans le cœur de cette table ronde. Bon, si on est tous là et on est rassemblés aujourd'hui devant cette question, c'est que on voit qu'il y a des freins à l'attractivité de l'industrie aujourd'hui, notamment pour les jeunes générations. Valérie, on a longtemps parlé. Alors, sur les freins à l'attractivité, nous, finalement, l'analyse qu'on en fait, c'est que les métiers de l'industrie sont mal connus ou en tous les cas n'ont pas une image positive vis-à-vis des jeunes qui rentrent dans le monde de l'enseignement. On voit aussi que finalement le parcours et l'origine des parents peut jouer dans certaines régions puisque justement l'industrie n'est pas présente dans toutes les régions, hein. Donc moi, venant d'une autre région qu'ici, j'avais beaucoup moins d'industrie. Néanmoins, finalement, au cours des études, c'est hyper important de pouvoir aller toucher du doigt finalement ces métiers, d'avoir l'opportunité de voir des personnes venir dans les écoles dans lesquelles on étudie pour partager et puis surtout voir concrètement que ces métiers-là sont hyper intéressants, hyper riches et qu'on a des parcours vraiment très intéressants à pouvoir partager, hein. Donc ça, c'est positif. Pareil, tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Parmi les freins à l'attractivité, il y a quand même... On va mettre les pieds dans le plat, hein, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu cash. Je passerai pour polluante et mauvaise pour la planète. Ouais, c'est effectivement un retour qu'on a de nos jeunes et qui ont été élevés avec cette image d'une entreprise qui était polluante, qui créait des gaz à effet de serre, qui était responsable du mal-être un peu de la planète. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de leur part, qui est plutôt très bonne, de se dire, mais demain, je veux que mon métier il ait un impact positif sur la planète. Donc je pense qu'effectivement, on hérite un peu de cette image à la Zola, où on a toujours dit que voilà, l'entreprise, c'était sale, polluant, et donc forcément, c'est compliqué que les jeunes se disent, tiens, je vais aller là-dessus. Il y a des actions telles que la fresque du climat, qui sont des choses très positives, mais qui démarrent d'abord par un état des lieux pour montrer que ça va mal, quoi. Donc c'est compliqué, effectivement, de dire que l'industrie, elle est positive et il faut y venir, quoi, quand on a été bercé avec cette image-là. Alors en tout cas, ils l'ont avec les cours, déjà dans un premier temps. Disons que ils sont, enfin eux surtout, hein, moi maintenant je suis plus aussi jeune que ça, ils sont sur une société de consommation où aujourd'hui ils ont accès à tout facilement et donc ils veulent avoir au savoir également aussi facilement. Donc quel est l'intérêt de venir dans un amphi quand sur internet je vais télécharger une capsule où a priori je devrais récupérer les mêmes infos. Et quand ils sortent, effectivement, quand nous on discute un peu quel est le projet professionnel, où est-ce que vous voulez aller, on en discutait au préalable avec Cyril en se disant qu'il y avait le Graal qui était alors entré chez Dassault pour certaines générations, ou du moins d'avoir un CDI. Le CDI était le Graal pour tout le monde. Aujourd'hui, les nouvelles générations, si vous leur dites mais je te promets le CDI, aucun intérêt, quoi. Ils veulent consommer, ils veulent voyager. Pour être bon sens paysan très concret. Effectivement, il y a une très forte méconnaissance du grand public et pas que des jeunes, de leurs parents également sur l'industrie. Moi qui suis un petit peu plus âgé que le collègue qui vient de s'exprimer, on a grandi avec cette idée que l'industrie c'était fini. On était dans le développement du tertiaire, des services, et c'était déjà le ravage de la grande sidérurgie, et on nous annonçait la fin de l'industrie dans un pays soi-disant moderne comme le nôtre. Donc là, il faut réinverser le discours, hein. Et on le fait depuis quelques années, mais c'est pas si évident que ça. On a quand même installé des logiciels dans nos cerveaux qui n'ont pas aidé. Donc on a du coup plus prêté attention à ces métiers, et on ne les connaît pas. Les entreprises, de fait, n'ont pas des vitrines grandes ouvertes, et on voit moins à la télé des ouvriers
ou des techniciens de l'industrie que des policiers, des médecins ou des chefs cuisiniers. C'est une réalité. Donc il y a tout ce travail sur l'image. Donc, dans les choses qu'on fait, nous, par exemple, avec notre agence régionale de l'orientation qui s'appelle Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, c'est de développer des outils d'information et de mise en visibilité de ce qu'est l'industrie, à la fois par des images, bien entendu, avec tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui, de mise en vidéo, d'aller faire des immersions dans des entreprises, et également par l'apport d'éléments de connaissances. C'est quoi les métiers, combien on y gagne, combien il y a d'emplois qui s'y créent, pour réinstaller une image qu'on est sur des métiers qui se développent, qui se diversifient, qui ne sont plus ce qu'ils étaient pour un certain nombre d'entre eux, etc. Donc c'est notre contribution. Donc effectivement, bon, on disait, il y a une méconnaissance de l'industrie déjà par sa diversité des métiers. L'industrie, c'est Dassault, mais c'est aussi le fabricant de bijoux, c'est la chimie, c'est le pétrole, c'est plein l'énergie. Donc c'est très très varié. C'est l'automobile. Enfin, voilà, il y a tout un tas de secteurs qui représentent l'industrie. La mauvaise image aussi. Alors ça commence par les salaires, effectivement. L'industrie, ça ne paye pas. Non, c'est 10% de plus que dans les autres secteurs, donc à niveau égal. Donc on ne peut pas dire que ça ne paye pas. Et concernant la pollution aussi, l'industrie pollue. L'industrie contribue à plus de 85% de la décarbonation. Donc c'est grâce à l'industrie qu'on peut décarboner, justement. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut absolument qu'on arrive à changer l'image. Et aussi, l'industrie licencie. Non, l'industrie recrute. En Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 6000 recrutements par an dans l'industrie, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Donc, changeons les images et les préjugés. Alors oui, juste peut-être une précision. Je pense qu'il ne faut surtout pas opposer écologie et industrie. Si aujourd'hui on a une problématique de pénurie de main-d'œuvre, avant tout c'est une pénurie de compétences. Aujourd'hui on le voit, en fait on a une difficulté, c'est que si on n'attire pas les jeunes et si on ne sait pas leur présenter, lui donner du sens, de les impliquer si vous voulez dans la réflexion de décarbonation, le sens de ce qu'ils font aujourd'hui, ils partiront ailleurs. On le voit aujourd'hui, on voit même des grandes écoles d'ingénieurs où aujourd'hui les gens sont dans une école d'ingénieurs aéronautique et ne veulent pas travailler dans l'aéronautique. C'est un petit peu passé, mais je pense que voilà, il ne faut surtout pas aujourd'hui, le message qu'il faut qu'on passe tous, c'est de dire si on ne décarbone pas l'industrie, on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'est fixés. Donc aujourd'hui, on a besoin des jeunes. Au contraire, j'aurais même tendance à dire, tous les jeunes qui ont des vocations écologiques, venez dans l'industrie. Venez dans l'industrie, on a besoin de vos compétences, on a besoin de votre regard, et on a des moyens aujourd'hui, on a des capacités, on a des outils qui nous permettent de décarboner. Donc je pense qu'il faut donner du sens. Pour répondre à votre question, c'est vrai que oui, je rejoins ce qui a été dit. Depuis 20 ans, on disait on se désindustrialise, on va faire un pays de service, l'Allemagne a pris beaucoup d'industries. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout souverain sur rien. On l'a vu avec la crise du Covid. Aujourd'hui, si on ne retrouve pas de la souveraineté sur certaines productions, on parle de médicaments, on parle d'outils, on parle de plein de choses que l'industrie fait. Si on n'a plus cette souveraineté, on sera dépendant des autres. Alors c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut subir ou est-ce qu'on veut être acteur ? Donc je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt à faire connaître nos métiers, on a intérêt à attirer. Et ce que vous disiez, c'est que, alors ça c'est aussi le rôle de l'UMM. Nous, on est un syndicat patronal, donc on est avant tout proche des chefs d'entreprise. Mais un chef d'entreprise sans salarié, l'entreprise ne vit pas. Une seule personne. Donc on a besoin, nous, en tant que chef d'entreprise, de nos salariés, de les impliquer, de comprendre aussi qu'est-ce qui les motive, de les garder. Fidéliser aujourd'hui, ça reste une problématique. Ça rejoint un petit peu la nouvelle génération qui arrive, la Z et la Alpha qui arrivent, où oui, un CDI aujourd'hui, proposer un CDI, c'est pas forcément quelque chose qu'attendent des jeunes. Par contre, vous leur dites, voilà, je vous propose un CDD de 6 mois sur tel projet, et derrière, on fera notre projet. Là, vous sentez que le jeune est déjà un peu plus ouvert à la réflexion.
Donc oui, le travail que nous on fait, Caroline en a parlé, il y a un super outil qu'on a développé en nouvelle industrie avec l'OPCO et la région, ça s'appelle Fort Industrie. Fort Industrie, c'est un métaverse. Alors c'est un jeu, c'est un métaverse, c'est un monde imaginaire, c'est un petit peu sur le principe de Fortnite qui a été utilisé beaucoup par les jeunes. Donc c'est un jeu qui est ouvert toute l'année. On a créé des mondes. Il y a des mondes de la Nouvelle-Aquitaine, ça a été la deuxième région à intégrer le jeu Fort Industrie. Ce ne sont que des présentations de vidéos, de présentation des métiers. Mais des métiers par les gens qui sont sur le poste de travail. Donc c'est des petites vidéos. Donc on crée un challenge tous les ans sur la semaine de l'industrie. Pendant la semaine de l'industrie, on crée un challenge sur 3 semaines où à la fois les collèges, les lycées, les demandeurs d'emploi, les écoles d'ingénieurs sont invités à créer des équipes et donc jouent. On crée des challenges avec des questions. On cherche au sein du jeu les coques d'or. Alors dans Fortnite, on ne tue pas. Hein. Dans Fort Industrie, on ne tue pas. Il n'y a pas de tue. Mais voilà, on cherche à aller chercher des points. Et donc on a remis, il y a un mois de ça, on a remis à 3 classes de la région. On a été au Futuroscope et on a fait la remise du prix parce qu'ils ont gagné le prix de l'équipe qui a récupéré le plus de points. Alors là, il y a 2 ans, on était sur 50 000 jeunes connectés. L'année dernière, on est passé à 100 000. Et cette année, on a fixé l'objectif d'arriver à 200 000 connectés. Donc c'est un outil qui permet de présenter les métiers. 200 000 jeunes, vous vous rendez le nombre de bus que ça représente. Alors je sais qu'il y a les Olympiades de métiers avec qui on travaille en étroite collaboration avec la région. Il y a plein de choses qui se font dans la région. Mais ça, c'est un outil qui, aujourd'hui, plaît aux jeunes. Alors peut-être que dans 3-4 ans, il sera dépassé. Hein. Peut-être. Mais aujourd'hui, c'est un moyen qui permet d'ouvrir nos entreprises, de présenter nos métiers. On a besoin de techniciens, on a besoin d'opérateurs, on a besoin d'ingénieurs. L'industrie, c'est un métier local. C'est un métier qui est sur le territoire. Donc si on veut pouvoir répondre à la problématique de l'emploi local, il faut de l'industrie. Bon, on pourra en parler. Alors l'industrie japonaise est très très forte. Le premier constat que j'ai fait, moi, j'étais une trentaine de fois au Japon, hein, donc j'ai l'habitude de beaucoup visiter d'entreprises de l'écosystème de Toyota. Et ce qui m'a frappé lors de mes premiers voyages, c'est le niveau technique des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs. D'abord, ils ont un niveau technique qui est plus important que le nôtre. Et ils ont été très sérieux sur l'éducation. Le deuxième point... Alors là, j'ai pas été dans les universités, donc je peux pas te répondre. Par contre... Oui, alors ça par contre, c'est comme il a été initié là, ce que j'ai entendu avec Valérie. Hein. Effectivement, ils invitent énormément les écoles élémentaires à venir pratiquer. Donc c'est pas fait de façon digitale. Hein. Eux, ils invitent les enfants, 6, 8, 10 ans, 12 ans, etc., à venir expérimenter, monter. Oui, ils montent des petits moteurs et ils vont les intéresser. Parce qu'effectivement, créer avec ses mains, donner de la valeur, c'est quelque chose aux gens, c'est assez important. Et ils ont cette rythmique qui est très importante, que nous n'avons pas encore en France, mais je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a eu des portes ouvertes, des journées portes ouvertes pour l'industrie, là, c'était quand, au mois d'avril, où on invite les jeunes à venir dans les entreprises. Et je crois que c'est une clé d'un succès futur. Nous, on a un autre motif, c'est qu'on pense qu'il faut qu'on se rapproche de l'université, de nos écoles d'ingénieurs, de nos lycées professionnels. On pense qu'il faut se rapprocher de la recherche. Et on avait initié justement les arts et métiers, ce qu'on appelle un mécénat de compétences. Nous avions fait ça en collaboration avec des ingénieurs des sites Thales. Et on avait mis à disposition, nous, 4 ingénieurs pour aider des professeurs à l'ENSAM de Bordeaux. Donner des cours, aider les professeurs de l'école à donner des cours. Et on faisait ça en binôme avec un ingénieur de chez Thales et un ingénieur de notre entreprise. Et donc, on a fait ça durant une année. On était un petit peu arrêté avec le Covid. Et on a le souhait de reprendre ça, si vous voulez, avec Xavier Aubard et puis Jean-Luc Barroux, qui est à côté de moi. On pense que c'est certainement une proximité plus forte entre la recherche, l'éducation et les entreprises industrielles qui fera notre succès de demain.
Oui, exactement. Alors effectivement, on organise déjà des journées portes ouvertes, mais le public était soit des prépas, donc qui ont déjà choisi qu'ils allaient partir sur des études techniques, soit des lycées. Et pas plus tard que lundi, bah, j'ai organisé une visite de CP au sein des arts et métiers. Voilà, pour une première classe, pour voir un peu comment ils réagissent. Donc on les a fait manipuler des microscopes pour voir un insecte, enfin voir l'infiniment petit, comme on leur a dit. On leur a montré ensuite des machines d'impression 3D. Alors on a mis un peu de casque réalité virtuelle aussi, parce qu'il faut quand même créer un peu cet effet waouh. Et puis, on a autant de garçons que de filles dans cette classe de CP. Donc, bah, c'est tip top. Il n'y a pas de carcan. Ils n'ont pas encore eu une éducation comme quoi l'industrie, c'était mal. Donc, on verra. On a initié ça et ça a été plutôt très positif, très bien accueilli par les personnels aussi. Et ça, c'était vraiment très, très bien. Un autre point sur lequel j'aimerais réagir, là, ce dont a parlé Cyril sur ce mécénat de compétences, moi, c'est un rêve que j'ai. Au sein de l'école, ce serait qu'effectivement nos professeurs enseignent la théorie, parce que les équations resteront toujours les mêmes et on a effectivement besoin d'avoir ça. Par contre, à partir du moment où on a passé ce côté théorique, ce soit uniquement des gens des entreprises qui viennent expliquer en quoi cette équation elle est pertinente demain dans leur travail. Si on arrive à faire ça, bah effectivement, les jeunes ils seront forcément intéressés parce que cette équation ou ces amphis qu'on fait, bah, le savoir théorique, il est vraiment extrêmement important. Mais de se rendre compte demain qu'un dirigeant d'entreprise vient et dit bon, bah, moi j'ai un problématique voilà, de méca flux, il faut que je fasse passer ça, et en fait c'est l'équation de Bernoulli qu'il faut que vous utilisiez pour y répondre, bah, tout de suite d'un seul coup on se dit exactement, exactement. Ouais, bah, ça part du constat que j'ai dit, où effectivement on a dépeint l'industrie comme quelque chose de sale. Et aujourd'hui, un de nos leitmotivs à nous, c'est de former les leaders des industries régénératrices. Donc voilà, ça veut tout dire, c'est-à-dire que ça a été dit aujourd'hui, l'industrie va permettre de décarboner, de faire d'avancer tout ça. J'ai eu un échange la dernière fois avec un étudiant qui disait ben voilà, moi je veux que mon projet professionnel il y ait un vrai impact sur la planète et je veux changer le monde. Ah ben, je dis écoute, ça tombe super bien, je viens de signer un super partenariat avec un sémentier mondial qui est à peu près responsable de 5% des gaz à effet de serre. Il me dit ah mais surtout pas, je veux surtout pas aller travailler chez lui. Je dis mais il me dit non, je vais aller dans une start-up qui va révolutionner dans 20 ans. Je dis oui mais là demain si tu vas dans ce grand groupe là, déjà tu auras budget illimité parce que toutes les innovations, toutes les améliorations que tu feras, même d'1%, elles sont à l'échelle mondiale. Donc il faut aller révolutionner tout de suite dans ces grands groupes-là. Et là, on se rend compte qu'il y a un petit déclic qui se passe en disant ah oui, effectivement, ma vision, elle est peut-être pas très bonne là-dessus, quoi. Exactement, exactement. Alors ça c'est sur comment attirer. Alors c'est surtout notion d'attirer et de fidéliser. On a fait quelques études au sein des arts et métiers pour se rendre compte d'où venaient nos étudiants. Majoritairement, l'ensemble de nos étudiants ont des parents cadres. On l'a dit tout à l'heure, cette méconnaissance, il n'y a pas d'acculturation, donc forcément les parents sont cadres. On se dit tiens, je vais être cadre aussi. Et puis il y a une deuxième chose, en Nouvelle-Aquitaine, on s'est rendu compte que quand on arrivait à avoir des étudiants qui venaient des territoires, une fois qu'ils arrivaient à Bordeaux, ils faisaient rarement le chemin en sens inverse pour retourner chez eux. Et ça, c'était un peu problématique, et parce que finalement, dans Nouvelle-Aquitaine, la très grande Nouvelle-Aquitaine, on a effectivement plein d'industries qui ont une technicité extrêmement intéressante et qui n'ont plus cette main-d'œuvre qui pourtant est née à côté et qui est partie faire des études et qui ne revient pas. Donc on s'est dit, il faut absolument changer ce paradoxe, et du coup, on a créé des antennes. À Bergerac, à Niort et bientôt à Dax, ça va s'ouvrir. Donc là, on est sur la formation bachelor, donc c'est des techniciens plus, voire des assistants ingénieurs. Et on a ouvert ça en plein cœur de ces villes-là, accompagnés avec les métropoles bien évidemment. Et donc, on va prendre des jeunes qui sont dans ces régions-là, enfin dans ces villes-là. On va le faire en apprentissage, c'est-à-dire qu'on demande aussi à ce que les entreprises soient partenaires d'entrée, justement pour montrer ce qu'est l'industrie et qu'elles n'aient pas envie de partir. Et c'est un premier test qu'on a fait là, on est plutôt très content. Il y a aussi une période où ils reviendront aux arts et métiers justement pour bénéficier des halles technologiques dont on a parlé. Mais c'est à laisser, les villes et les entreprises nous ont accueillis à bras ouverts, enfin on l'a dit, voilà. Maintenant on essaie d'aller trouver nos étudiants et on commence à remplir. Alors c'est des petites promotions pour l'instant, mais je suis sûr que ça a un très grand devenir.
Oui, effectivement, vous savez pas, je ne sais pas. Les Japonais, il y a une population à peu près de 120 millions de personnes, ils vont rapidement être à 90 millions. Vous savez que donc il y a une vraie discussion ici aussi sur notre démographie et donc comment on conserve une industrie, comment on forme mieux. Et les problèmes au Japon, c'est que les femmes travaillent assez peu, parce qu'une femme qui ne travaille pas et a un mari qui a une position sociale assez importante. Et donc, ils ont cette problématique-là, et donc ils essaient de rattirer les femmes dans l'industrie, et donc pour qu'elles puissent travailler. Donc, comment on facilite le travail de ces femmes qui ont quelquefois un petit peu moins de force que les hommes. Et donc, ils ont une problématique un petit peu équivalente à la nôtre sur la question de pénibilité. Alors, effectivement, tout à l'heure, j'entendais, je mets une pièce sur la partie décarbonation. Donc on a parlé que l'industrie représentait une part importante dans les émissions des gaz à effet de serre. Effectivement, aujourd'hui c'est 20%. On a beaucoup décarboné depuis 30 ans. Ben, c'est normal parce qu'on a envoyé notre industrie dans des zones géographiques différentes. En Asie très fortement. Et si on veut, nous, se réindustrialiser, il faudra qu'on le fasse de façon décarbonée. Et donc, la recherche, le système éducatif et puis les entreprises ont un rôle vraiment à jouer. C'est comment on se réindustrialise avec une maîtrise forte de nos émissions de gaz à effet de serre. Je vois que dans les écoles d'ingénieurs, tout ce qui est Life Cycle Assessment, c'est-à-dire analyse de cycle de vie des produits pour comprendre justement comment on génère ces émissions de CO2 notamment, cette consommation d'eau, quand est-ce que ça arrive, etc. C'est des formations que nous n'avions pas, nous, à l'époque, nous qui sommes plus âgés. Je vois tout ça se développe et les entreprises essaient de s'approprier aussi ce sujet-là. Voilà. Je te mets une pièce sur un autre sujet, mais... Oui, alors, juste une petite précision. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les jeunes et les demandeurs d'emploi, c'est qu'on leur raconte une histoire. Hier, j'étais en réunion commerciale. Et en fait, aujourd'hui, si on ne raconte pas d'histoire, si on ne sait pas raconter d'histoire, on aura du mal à tirer. Pour autant, dans chaque entreprise, dans chaque industrie, il y a une histoire. Il y a un chef d'entreprise, il y a des chefs de service. Donc, on doit être capable d'expliquer ce qu'on fait. L'historique de l'entreprise, c'est important pour qu'on raconte une histoire. Ça, c'était le premier point. Pour rebondir sur la féminisation, on n'a pas trop parlé aussi d'apprentissage. Nous, la branche l'UMM, on est aussi un organisme de formation. Donc, on fait aussi la formation des apprentis, la formation continue. On a une chance depuis 4-5 ans d'être passé de 200 000 apprentis à quasiment 1 million d'apprentis, tous secteurs confondus. Donc ça, c'est aussi une filière, enfin c'est une capacité aussi qu'on a d'attirer les jeunes, de les former au plus près du métier. Alors après, nous, chefs d'entreprise, il faut aussi qu'on forme nos tuteurs. La difficulté qu'on peut avoir, nous, en tant que chef d'entreprise, c'est comment on accueille le jeune. Bien souvent, il y a une différence d'âge entre le jeune et le tuteur. Bien souvent, c'est le tuteur qui ne va pas savoir rentrer en relation ou comprendre le jeune, et vice-versa, le jeune va se dire « Oh là là, j'arrive dans une structure ». Donc, nous aussi, en tant que dans l'entreprise, on a aussi ce travail à faire. Pour rebondir sur la féminisation, aujourd'hui, on a grosso modo 20% des emplois industriels qui sont occupés par des femmes, entre 20 et 21, et ça a été dit tout à l'heure, c'est plutôt sur des fonctions support, très peu en production. On s'est fixé, nous, l'objectif au sein de l'UMM national et des UMM territoriales, c'est d'arriver à 30% de féminisation des métiers d'ici 10 ans. C'est un sacré challenge, mais aujourd'hui, on peut aussi parler de l'handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que chef d'entreprise, on se doit, j'étais avec Alexandre Sobo il n'y a pas longtemps, qui est le président de France Industrie, qui me disait c'est le PDG de Holotte, c'est ceux qui font les nacelles, et en fait, lui, il se pose la question différemment. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, on doit d'abord se poser la question que nos métiers, nos postes de travail peuvent être aussi bien pris par un homme et une femme. Donc on doit rendre nos postes mixtes avant de réfléchir, on va mettre une femme ou un homme. Donc aujourd'hui on a plein de moyens, l'ergonomie l'autorise, les postes de travail sont réfléchis, la RSE aussi permet de travailler là-dessus. Donc oui, on a besoin des femmes, on a besoin aussi on voit dans une équipe, moi je vois sur une équipe, quand vous mettez une femme dans une équipe,
hop, de suite ça calme. Mais c'est très récent. J'ai mis une femme dans une équipe, hop, il n'y avait que des coqs. Depuis qu'elle est arrivée, toc, c'est... Alors, on va voir sur la durée, mais c'est aussi important. Je pense que la mixité est importante. Aujourd'hui, on a quand même cette difficulté dans l'industrie, c'est que c'était avant tout un métier d'homme, c'était des ambiances compliquées, c'était des charges lourdes, c'était de l'ergonomie. Aujourd'hui, il faut qu'on est passé à l'usine 4.0. On parle de l'usine du futur, c'est défendu par Alain Rousset depuis un moment. Moi aujourd'hui, j'étais il n'y a pas longtemps à Pau, je disais il faut qu'on parle aujourd'hui d'usine futurable, usine du futur durable. Mais on a les moyens aujourd'hui d'attirer. Donc oui, pour terminer et arriver sur le sujet de cette jeune femme que moi j'ai intégrée, elle était dans la grande distribution, elle avait des difficultés d'horaire, physiquement c'était dur, les horaires changeaient tout le temps, sa vie de famille était compliquée, elle a fait une formation de dessinatrice, aujourd'hui elle est dessinatrice au sein du bureau d'études de ma société. Donc oui, il y a des reconversions possibles, il y a plein d'outils qui sont proposés. Aujourd'hui, il y a des personnes en handicap qui peuvent aussi intégrer l'industrie. Venez découvrir les métiers, venez découvrir les entreprises, écoutez les chefs d'entreprise. C'est souvent, vous savez, une rencontre, c'est souvent une rencontre qui fait aussi basculer les vies, quoi. Alors, on parlait mixité, enfin féminisation, nous on parle plutôt de mixité, notamment pour attirer les jeunes filles et faire connaître ces métiers. Hein. Donc ça, c'est un point important, puisque l'année dernière, nous, typiquement, on a recruté 24% de jeunes femmes. Et sur les métiers de la production, c'est un vrai sujet. Parce que déjà, il faut attirer des jeunes à aller même sur des métiers bac pro, on recrute. Donc, on recrute du bac pro au métier d'ingénieur. Hein, donc, évidemment, des arts et métiers, bien sûr, mais pas que. Et c'est vraiment cette difficulté qu'on a de faire connaître ces métiers de production, puisque un avion, voilà, on a besoin qu'il soit fabriqué. On a besoin de belles têtes pensantes pour le concevoir, mais aussi la fabrication est un élément important. Donc, tout à fait. En fait, on parlait des sourcings un peu de recrutement et des difficultés qu'on a hein, dans le monde de l'industrie et dans le monde aéronautique, notamment pour recruter des jeunes. Donc maintenant, on va même sur des processus plus en amont avec les CQPM hein, dans le cadre de la métallurgie. On en a lancé un certain nombre donc en France. Nous, oui, alors donc les CQPM, c'est un dispositif de formation donc, qui est possible dans le cadre de la métallurgie. Pardon. Avec donc un partenariat à la fois avec les systèmes de formation, mais aussi avec des sociétés d'intérim. Tout ça pour mettre en place donc, un cursus de formation sur des durées courtes et en partenariat avec le Pôle emploi. Enfin, France Travail maintenant, pour justement permettre les reconversions de personnes qui ont envie de changer de métier. Quand on lance ces dispositifs-là, on voit bien hein, qu'on récupère des personnes qui ont une dextérité importante et qui peuvent basculer sur des métiers complètement différents. On a recruté il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui était ambulancier. Bon, finalement, sa reconversion, elle s'est très très bien passée. Et quand il arrive dans le monde de l'industrie, il découvre un tout autre monde, un tout autre mode d'organisation du travail qui lui convient aussi concrètement bien et qui peut comparer avec des gens de chez nous qui sont là depuis longtemps pour relativiser aussi le monde du travail. Hein. Donc ça, c'est important. Voilà. La formation en situation de travail, qui est effectivement une modalité de formation sur laquelle on vous invite, acteurs de l'entreprise, à vous pencher et à travailler avec nous. Et ça rejoint hein, des problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, hein, où on rapproche la formation de l'entreprise, où on implique l'entreprise dans la formation. On est tout à fait dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est terminé la préparation des compétences à l'école, sous-entendu sous cloche et en laboratoire, et on vous livre à vous, entrepreneurs, des compétences clés en main, dont en général vous n'étiez pas très satisfait. Donc c'était un petit peu, on se regarde en chien de faïence. Donc aujourd'hui, on a tous compris qu'on avait besoin de coproduire ces compétences-là. Et l'action de formation en situation de travail, la FEST dans le jargon, c'est une modalité par laquelle l'entreprise devient lieu de formation. Donc ça répond aussi d'ailleurs à des problématiques qu'on a dit tout à l'heure d'aménagement du territoire et de proximité, parce que
organiser des formations collectives, déployer des plateaux techniques en tout point de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est évidemment absolument impossible pour plein de raisons. Et donc avec une modalité telle que la FEST, on résout en partie ce sujet-là, puisque vous allez former dans l'entreprise, là où vous vous trouvez, y compris dans les campagnes parfois un peu éloignées, avec la population qui est autour. Donc là, on peut vous accompagner à devenir apprenant, puisque toute entreprise, tout acteur de l'entreprise, de par son métier, son savoir-faire, a un potentiel d'apprenant, sauf qu'il le méconnaît, il ne sait pas forcément le dispenser. Donc avec une action à FEST, avec un organisme de formation que l'on va mandater à vos côtés, vous allez développer ce potentiel formateur de votre entreprise, de vos collaborateurs, et former dans votre entreprise, avec le bénéfice en bout de course, c'est d'avoir formé des personnes sur votre appareil de production, sur vos technologies, d'ores et déjà impliquées dans vos équipes, et on se rend compte qu'en général, ça se termine par un contrat de travail, puisque vous avez besoin de recruter. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant à plein d'étages. Donc la FEST, bien entendu, j'en fais une publicité aujourd'hui, et j'invite les acteurs de l'entreprise et de la formation aussi présents à venir y investir avec nous. Si je peux prendre une autre illustration, Marc, par rapport aux discussions qui avaient lieu là sur la partie aussi dans le rôle que l'entreprise peut jouer pour attirer. J'ai une autre illustration avec une entreprise qui s'appelle Weston, on est dans l'industrie du cuir et du luxe, et qui vient rencontrer des stagiaires que nous accueillons dans un dispositif de formation qui s'appelle Amorce de parcours, une session assez courte dans laquelle des personnes qui ont des parcours parfois un peu difficiles de vie ou d'accès difficile à l'emploi, de prendre le temps d'aller à la découverte d'un certain nombre de milieux professionnels pour se trouver un chemin. Et là, on a une entreprise qui dit, moi, j'ai besoin de recruter et je vais venir à la rencontre de ces personnes-là pour les faire venir dans mon entreprise et faire ce que vous avez illustré par plusieurs de vos expériences, donner envie aux personnes de s'intéresser à mes métiers et de s'y former. Et là aussi, je lance l'invitation. Les entreprises, on voit bien de manière assez simple, peuvent jouer un rôle très actif, très efficace dans créer de l'appétence, créer du désir à venir dans un métier, à venir se former pour rejoindre vos entreprises. Donc c'est aussi des modèles qu'on souhaite faire connaître et que vous pourrez mieux connaître en allant voir nos équipes d'ailleurs qui sont sur le stand de C06 en prolongement de la table ronde de ce matin. Je fais déjà la page de pub. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Carole Perrotin, les actions concrètes de l'OPCO sont nombreuses. Alors, on va dire à grande échelle, OPCO 2i, pas forcément nous en région, campagne avec l'industrie, on a une marque avec l'industrie, on a fait des spots télé, des spots au cinéma, dans les réseaux sociaux, les médias, voilà, pour essayer déjà de gratter des points, on va dire ça comme ça, et changer un peu l'image de l'industrie avec des pubs un peu attractives. Et en novembre, vous lancez une campagne 100 femmes dans l'industrie. Alors voilà, donc ça c'est des actions en global. 100 femmes dans l'industrie, c'est une opération qu'on fait en partenariat avec France Travail, avec la DRETS, justement pour faire venir 100 femmes, alors mettre en relation en fait 100 femmes demandeurs d'emploi. On va le faire à Bordeaux pendant la semaine de l'industrie, 100 femmes demandeurs d'emploi, avec en face des femmes qui travaillent dans l'industrie et essayer de faire aussi derrière un job dating. Là, on travaillera plus, on va dire, sur la reconversion, parce que c'est bien d'attirer les jeunes, mais c'est bien aussi d'attirer des personnes en reconversion. Donc ça, c'est une action qu'on va faire. Et puis après, évidemment, des salons. On fait le salon Jeunes d'Avenir, les salons de promotion de l'alternance. Je pense que ça, l'alternance aussi, c'est un bon moyen pour attirer, impliquer, fidéliser. C'est important, même si le jeune il reste pas dans l'entreprise, c'est pas grave. Il a une image de l'industrie, il peut la véhiculer. Donc ça, c'est vraiment important, la promotion de l'alternance. Et puis aussi, donc ça, c'est la partie publique à attirer. Et aussi, nous, on travaille sur la partie entreprise, bien sûr. Donc évidemment, lui dire qu'il faut qu'on continue à prendre des jeunes en alternance, même si la conjoncture est compliquée. Et aussi de l'accompagner dans ces transitions écologiques, numériques, proposer des formations à la décarbonation, du conseil à la décarbonation, des choses comme ça. Vous m'avez dit, c'est à nous de changer, c'est pas à eux de changer. Oui, pour attirer des jeunes ou des moins jeunes ou des personnes en reconversion, je pense que c'est à nous de nous remettre en question. La personne en face, elle ne changera pas. Donc ça vient de nous. C'est à nous de travailler. Enfin là je ne suis pas une industrie, nous on est là pour conseiller, mais c'est aussi travailler sur la marque employeur.
c'est important que l'entreprise puisse se valoriser. Alors c'est vrai que Dassault, bon, vous avez une très bonne notoriété, mais c'est vrai que des petites industries, elles ont besoin de travailler sur leur marque employeur, valoriser ce qu'elles font au sein même de leur entreprise. On m'a fait signe qu'il fallait qu'on accélère un petit peu, et je vais un petit peu dynamiser les choses. Juste, Cyril, toi finalement, ta marque employeur, ça t'a fait réagir quand on en a parlé, c'est surtout que tu fais des produits, que ça a du sens, c'est ça? Effectivement, on a arrêté de faire de la marque employeur. On a fait ça il y a 7-8 ans. Notre ADN, nous, c'est développer des personnes. Donc, on a des rythmiques en interne de dojo, d'apprentissage, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très fort dans l'entreprise. Que la personne fasse des choix dans quoi il veut se développer et dans l'accompagnement qu'on peut avoir. Et puis, le va-et-vient entre l'état de l'art et puis la pratique. Nous, la pratique était un point très, très, très important. Parce que c'est quand les personnes se rendent compte de faire avec leurs mains, c'est quelque chose d'assez valorisant. On voit qu'après le Covid, beaucoup de gens sont revenus sur des métiers manuels. Donc, je veux bien que tu répètes ta question. Justement, en fait, la marque employeur, ça t'avait fait réagir. C'est pas Oui. quelque chose auquel tu. Non, tu nous avons arrêté. pas Nous avons forcément arrêté. Il y a trop de, si vous voulez, la marque employeur sur les réseaux sociaux. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, etc. Et donc nous, on promeut plutôt le développement des personnes. Les gens qui viennent chez nous viennent pour apprendre. Et c'est ce qu'on essaie de faire tout le temps. Et tu avais eu, lors de la préparation, une question, où est-ce que tu mets ton énergie? Donc oui, bien sûr, on met notre énergie sur le onboarding, sur l'accueil des gens dans l'entreprise, dans leur formation. Donc là, il y a des dispositifs, effectivement, France Travail qui sont très bien, POIE, PSMMP, etc., qui sont assez peu connus des entreprises. Et je vous encourage à le faire parce que France Travail fait justement un excellent accompagnement pour les entreprises. Et nous, on met beaucoup d'énergie aussi quand la personne, finalement, part. Il y a un mot dans le titre de la conférence aujourd'hui, c'est fidéliser. Et donc nous, on a des gens qui souhaitent changer de métier. Donc on a un ingénieur qui a souhaité être menuisier, une autre personne qui fait du dessin industriel, être illustrateur. Et donc nous, on est plutôt accompagnants des gens qu'on avait formés, nous, sur des machines-outils, sur des commandes numériques, etc., qui ont souhaité compléter leur formation, etc. Donc on les aide plutôt à partir et à trouver un autre moyen, une autre entreprise où ils vont pouvoir poursuivre leur apprentissage. Donc pour nous, c'est un point important dans le fait d'attirer les jeunes chez nous. Ils sont là pour continuer à apprendre, parce qu'on apprend jusqu'au bout. Hein. Et Valérie, si je peux vous faire réagir aussi là-dessus, c'est qu'on se rend compte que justement, attirer, c'est aussi accompagner à évoluer. Et déjà, ils partent rarement quand ils partent, mais en plus, parfois, ils reviennent aussi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, je dirais que dans la vie d'une entreprise, d'avoir des gens qui arrivent et qui repartent, c'est finalement le courant. Néanmoins, on a la volonté, même pour des personnes qui quittent l'entreprise, de leur permettre de revenir, de toujours retoquer à la porte, parce que les parcours peuvent parfois diverger, aller se nourrir ailleurs, c'est aussi intéressant pour nous, et de revenir un petit peu plus tard pour partager leur expérience et puis continuer leur bout de chemin chez Dassault. Donc oui, ça nous arrive. Ouais. Et Lionel, vous m'avez dit aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Pour éviter qu'ils partent, en fait, il faut faire attention à une chose, c'est la pause café. C'est un moment finalement où on peut recueillir des... Ouais, c'est pour ça que je l'ai noté, j'ai trouvé que ça allait faire réagir. Parce que c'était un moment finalement qui va permettre de capter des signaux faibles. Oui, alors 70% du temps de travail du patron, c'est de l'humain. Aujourd'hui, chef d'entreprise, c'est 70% de l'humain à gérer, en plus du reste, mais c'est avant tout de gérer la problématique humaine, à la fois le recrutement, à la fois l'état d'âme, enfin voilà, à la fois l'ambiance. Pour répondre à votre question, oui, la pause café pour moi elle est importante. On le voit avec l'arrivée du télétravail. Aujourd'hui, le télétravail est en train de casser l'énergie positive du travail en équipe. Aujourd'hui, les grands groupes aussi en reviennent. On a vécu la période Covid et ça a laissé des traces. Mais aujourd'hui, moi, je vois dans mes équipes, ceux qui sont en télétravail se séparent. On sent qu'il y a une distance qui est créée. Donc oui, aujourd'hui, la pause café... Alors justement, comment on recrée du lien ? Comment on recrée du sens dans cette situation ? Il faut faire revenir les gens déjà au travail. Il faut remettre la valeur travail.
faut expliquer ce que c'est que le travail. Il faut qu'on explique que c'est un travail d'équipe dans l'industrie. On a un bureau d'études, on a des acheteuses ou des acheteurs, on a un service production, on a des équipes de montage, on a de la maintenance. Donc si vous voulez, c'est plein de métiers, et si les gens ne communiquent pas, on n'arrivera pas à faire avancer et à être meilleur demain. Parce qu'aujourd'hui, on est en compétitivité. La compétitivité et l'amélioration de la compétitivité des entreprises, c'est le nerf de la guerre. Si demain, on n'est pas compétitif, on n'aura pas d'industrie en France. Et on sait, ça a été dit tout à l'heure, on va faire de l'industrie ailleurs qui sera beaucoup plus carbonée, beaucoup moins regardante sur plein de thématiques. Donc, si on veut être maître de notre futur, il faut qu'on réindustrialise chez nous avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, et ça amène du sens. Valérie, aussi, c'est quelque chose que vous développez chez Dassault, c'est auprès des jeunes générations, justement. Quel sens on peut trouver à travailler dans l'industrie ? Oui, c'est-à-dire que le sens, on rentre dans une industrie souvent pour l'image qu'elle donne de l'extérieur, mais c'est important qu'à l'intérieur, on se rende compte que concrètement, on participe chez Dassault à la souveraineté nationale. On en entend beaucoup parler, évidemment, en ce moment dans le contexte géopolitique, mais la proximité du produit, voir ce qu'on fait concrètement, c'est clairement quelque chose qui va être motivant. Et on disait, le télétravail, nous, chez Dassault Aviation, on n'a pas été très précurseur sur le sujet. On est rentré dedans un peu forcé par le Covid, mais on n'y était pas du tout. Et on a été relativement prudent sur le sujet. Donc finalement, on n'y est pas allé les deux pieds dedans, et on est aujourd'hui sur un jour de télétravail. Donc il y a plein de métiers sur lesquels on ne peut pas télétravailler, et on le dit, l'important c'est la communication directe, d'arrêter de se cacher derrière ces mails en ayant l'impression qu'on fait avancer les sujets, se parler, et le côté très informel de la pause café, oui, on rigole, mais en tous les cas, d'aller voir les gens, d'aller au contact, il n'y a que comme ça qu'on fait avancer les sujets. Donc ça, c'est très important, et malheureusement, les jeunes générations, elles ont été un peu élevées là, sur les dernières années au distanciel. On travaille beaucoup avec des équipes qui sont disséminées en France, et nous, on est clairement souvent sur du bicite, sur de nombreuses activités. Donc ce lien du concret, ce lien du présent, il faut le redonner pour que chacun se rende compte que quand on va travailler, on y va physiquement, on n'y va pas juste avec sa distance. Alors on arrive sur la fin de cette table ronde, et je vais laisser le mot de la fin à une femme, Carole Perrotin, qui m'a partagé une bonne nouvelle, c'est qu'on gagnait des points de visibilité, c'est ça ? L'industrie était en train d'avancer juste derrière l'artisanat ? Oui. En fait, effectivement, c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des efforts qui se font. Il y a une vraie prise de conscience quand même depuis quelques années. Et à force, j'ai envie de dire, de promouvoir l'image de l'industrie, que ce soit sur les réseaux sociaux, enfin au niveau global, d'être présent dans des salons, eh ben oui, on a gratté des points. On est passé devant le bâtiment. Enfin, on n'est pas loin du bâtiment, on n'est pas encore au niveau de l'artisanat, mais on a gratté 10 points dans les sondages de l'image de l'industrie auprès du grand public. Donc j'ai envie de dire, il faut continuer comme ça. Et puis je pense donner du sens. Aujourd'hui, le thème aussi de ce salon, c'est aussi le moteur, l'humain, moteur aussi de l'industrie, et puis en lien avec la transition écologique. J'ai envie de dire à un jeune, si tu as envie de travailler, aider la transition écologique, viens travailler dans l'industrie. Je pense que ça, c'est vraiment important. Est clair. Si tu aimes l'écologie, viens travailler dans l'industrie. Voilà, messieurs, dames, je vous propose d'applaudir nos invités. Bon, on me fait signe qu'on n'a pas le temps pour les questions, mais ne vous inquiétez pas, ils ne disparaissent pas tout de suite. Vous pourrez les interpeller évidemment dans les couloirs du Vive Industrie qui vous attendent derrière vous. Merci à nouveau pour nous avoir écoutés.